Pendant très longtemps, les économistes ne se sont pas posé la question de l'inégalité. Et pourquoi c'est le cas? Parce que la théorie de l'équilibre général standard s'occupe principalement de mener une investigation sur les conditions pour que l'économie soit efficiente ou efficace, et dans le sens où on arrive à louer les ressources entre les participants à l'économie pour que la taille du gâteau qu'on obtient soit maximale. Après, comment les gâteaux se répartissent entre les différents agents, pour les économistes, n'a jamais été un grand problème parce que c'était plutôt un problème pour les anthropologues, pour les sociologues, pour les politistes. Et les économistes veillaient seulement à contrôler que cette répartition se fasse de façon à ne pas avoir de distorsions sur les incitations des agents. Donc, par exemple, si on doit financer des dépenses publiques dans l'économie, c'est important que ces financements se fassent de façon à ne pas inciter les agents à avoir des comportements qui ne soient pas optimaux. Donc ça, c'était la seule préoccupation des économistes. Pour le reste, s'il y avait des très riches et des très pauvres, ce n'était pas un problème d'efficacité, c'était un problème de justice sociale, et donc ce n'était pas un problème pour les économistes. Et je crois que la crise nous a montré de façon assez cruelle que ceci était un monde un peu virtuel, parce que la répartition des revenus peut avoir un impact très très important sur la performance économique et donc sur la taille du gâteau, pas seulement sur la répartition. On peut dire que si la crise financière et le manque de règles claires et précises dans les marchés financiers a été la cause contingente de la crise qu'on est en train de vivre, et il y a une source plus profonde de cette crise qui a à faire avec l'inégalité des revenus. Et notamment, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du début des années 80, il y a eu une accélération de la division du monde en deux. C'est célèbre 99% qui est devenu de plus en plus pauvre, ou au moins qui n'est pas devenu suffisamment riche, tandis que les 1% s'enrichissaient de façon parfois presque gênante, même du point de vue moral. Et cette polarisation de la répartition des revenus a en fait eu des effets, parce que en fait, les transferts des ressources des classes pauvres et moyennes vers les riches et les très riches a en fait causé une augmentation de l'épargne, parce que les pauvres et les classes moyennes dépensaient la plupart de leurs revenus, tandis que ces revenus finis dans les poches des riches et partaient en épargne, étaient épargnés. Et donc, du coup, cette augmentation de l'épargne et cette réduction de la consommation a créé une tendance de la demande agrégée à être compressée presque de façon chronique et structurelle. Et donc, on a été obligé, par les institutions ou par les politiques publiques, à soutenir la demande qui avait tendance naturelle à être compressée par des politiques d'emprunt, par une augmentation de la dette. Et donc, où ceci a été possible, par exemple aux États-Unis, la consommation et la demande sont restées élevées, mais au prix d'un endettement de plus en plus grandissant et donc d'une fragilité de plus en plus marquée de l'économie. Où ceci n'a pas été possible, par exemple en Europe continentale, en Allemagne, en France, en Italie, etc., la croissance a été molle. Et donc, du coup, on voit très bien que la répartition des revenus peut avoir des effets, même très importants, sur la performance de l'économie. Et cette dichotomie de l'économie classique qu'on apprend à l'école en première année de microéconomie, où il y a la répartition qui est complètement séparée de l'efficacité, est une distinction qui reste virtuelle et reste une distinction des livres de texte, mais pas plus. Un peu d'inégalité des revenus est absolument naturel et intrinsèque dans les processus d'une économie capitaliste. Ces niveaux d'inégalité est excessif et a un impact très important.